bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Je vous remercie pour votre visite. Dans cette vidéo, je vous propose de partager une élaboration faite à propos de l'écrivain Ernest Hemingway, Cuba, Hollywood et la bipolarité. La bipolarité. Dans une vidéo précédente, j'ai eu l'occasion de partager avec vous les différents liens que l'on peut faire entre, d'une part, la créativité, et en particulier chez les artistes, et la bipolarité. Le point le plus fondamental est le suivant. Si un artiste ou un créateur de surcroît réputé génial est atteint d'un trouble bipolaire, qui est un trouble psychiatrique, voici une liste d'écrivains et de poètes nord-américains bipolaires. Ce trouble psychiatrique n'explique en rien son génie de créateur, d'une part, et d'autre part n'a que des effets quantitatifs sur sa créativité, sur ce qu'il produit. J'ai pris en particulier comme exemple un cas documenté qui est celui du peintre Jackson Pollock, et qui, comme Hemingway, était bipolaire et alcoolique. Dans ce film, le rôle du peintre est tenu par Ed Harris. Alors, je vous rappelle que le trouble bipolaire, c'est tout simplement basé sur une instabilité de l'humeur de base qui peut être tantôt, comme on dit, up ou down, c'est-à-dire expansive ou dépressive, et parfois aussi de manière cyclique. Je vous rappelle aussi que c'est un des diagnostics les plus anciens de la médecine, puisque à l'époque de la Grèce classique, les médecins avaient déjà identifié ce qu'ils appelaient la mélancolie et la manie, dont les contributions faites par Hippocrate au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et d'autre part, par la suite, les liens qui ont pu être faits entre la mélancolie et le génie. Il faut être fou pour être génial, il faut être génial pour être fou. Un certain nombre de biographes de l'écrivain mentionnent le fait qu'il aurait été bipolaire, sans toutefois donner beaucoup d'explications à ce propos. On peut toutefois, et a posteriori, en faisant comme précédemment référence à ce manuel diagnostic statistique des troubles mentaux, poser chez cet écrivain un diagnostic de trouble bipolaire de type 2. Alors, ça paraît un peu technique, mais en fait, c'est assez simple, puisqu'il y a deux critères. Le premier, c'est un épisode dépressif majeur. Le second, c'est ce qu'on appelle un épisode hypomaniaque. Ces deux critères réunis, le diagnostic est posé. Il est exclu si la personne a présenté ce qu'on appelle un état maniaque, ce qui n'a pas été le cas. Trouble dépressif majeur. Hemingway a été hospitalisé 2 fois et soigné pour ce type de trouble. Il a subi des électrochocs et divers traitements médicamenteux. Et ceci est documenté puisque les choses se situent à la clinique Mayo dans le Minnesota aux États-Unis, en décembre 1959 et janvier 1961. Deuxième critère, un épisode hypomaniaque. Il faut que les choses durent au moins 4 jours et on observe alors que la personne devient progressivement plus en forme. Elle dort moins, elle est moins fatiguée, elle est plus sociable, elle peut se montrer tantôt euphorique, tantôt irritable, elle fait des projets, elle montre un certain niveau de confiance. Dans sa tête, il y a une fuite des idées et des difficultés pour se concentrer. Si la personne a un trouble de type addiction, cette addiction va s'aggraver. Elle peut aussi s'engager dans des conduites à risque, en particulier financières. Puis les choses rentrent dans l'ordre. À noter que ce trouble bipolaire est celui le plus exposé à ce type de comorbidité. Hemingway a certainement présenté ce type d'épisode sur un mode léger. Il y a un épisode qui est tout à fait documenté et qui se situe en 1944, au mois de juin. Hemingway, en tant que grand reporter de guerre, participe au débarquement des forces alliées en France. Et à proximité de Paris, il prend de manière tout à fait impulsive et dans une espèce d'exaltation le commandement d'un petit groupe de soldats et qu'il va conduire jusqu'au front. À l'époque, il était lui-même ex-capitaine de l'armée US et c'était un excellent cartographe. Sans doute a-t-il participé au combat. Hemingway a été jugé par un tribunal militaire américain puisqu'il avait enfreint les règles de la Convention de Genève. Il avait un statut de correspondant de guerre qui interdit à tout civil de s'engager dans un combat, commander des soldats. Puis il arrive à Paris et, paraît-il, a participé à la libération de l'hôtel Ritz, où il a lui-même séjourné puisqu'il a vécu plusieurs années à Paris. Alors tout ceci se faisant dans une espèce d'état d'exaltation. Et d'ailleurs, il rencontre brièvement
le maréchal Leclerc qui à l'époque l'avait traité de clown. Le diagnostic peut être posé. Je vous rappelle d'autre part que dans la famille de cet écrivain, un certain nombre de parents proches ont souffert de troubles dépressifs majeurs et en particulier de troubles bipolaires. Certains se sont suicidés. Son père, le docteur Clarence Hemingway en 1928, avec une arme à feu. Sa petite-fille Margot Hemingway en 1993. Ursula qui s'est suicidée en 1965 et son frère Leicester qui s'est suicidé en 1982. Un de ses fils, il a eu 3 garçons, était lui aussi bipolaire, addict à des substances. Je vous rappelle que la bipolarité n'est pas héréditaire, mais héritable. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un surcroît de risque statistique pour les autres personnes. Si dans la famille, il y a des gens qui sont atteints de ce trouble. D'autre part, Hemingway, de sa vie, n'a jamais consulté de psychiatre ou de psychologue. Et dans son œuvre, de manière explicite, il n'est jamais fait mention de ce trouble psychiatrique. Alors il y a 2 phénomènes chez Hemingway qui ont certainement diaphragmé les choses, masqué ses problèmes cliniques. Le premier, c'est sa personnalité. Arrivé à l'âge adulte, Hemingway était déjà reconnu comme un des plus grands écrivains nord-américains contemporains. Il a eu par la suite le prix Nobel de littérature. Il était respecté. C'était aussi un aventurier, un homme d'action. Donc, comme dirait l'autre, il en imposait. Et si parfois son humeur devenait un peu irritable, un peu dépressive, un peu euphorique, eh bien les gens mettaient ça plutôt sur le compte de sa créativité, de son statut de génie littéraire. Deuxième phénomène qui est beaucoup plus important, c'est l'alcool. On peut poser un diagnostic d'addiction à l'alcool chez cet écrivain qui, dès l'âge adulte, buvait quotidiennement des quantités très importantes d'alcool. Vis-à-vis de ses produits, il se montrait plutôt éclectique. À l'époque où il était à Cuba, bien entendu, il consommait de nombreux cocktails exotiques des Caraïbes, et en particulier le cocktail national Mojito, dont l'ingrédient principal est le rhum blanc. Voici une bouteille de Santiago de Cuba, qui est sur l'archipel un des meilleurs crus. Et voici, utilisé par les barmen pour faire le mélange alcool, menthe fraîche, etc. Paraît-il, le record personnel de l'écrivain a été de consommer en l'espace de 6 heures 16 doble rhum, c'est-à-dire double rhum, soit l'équivalent de 2 bouteilles de rhum, dans un bar à La Havane. Donc cet alcool faisait barrage à tout ce qui est de l'ordre de la sphère émotionnelle. Dans la vie de cet écrivain, l'alcool tient bien entendu une place importante, mais il est aussi quelque part une sorte de case à remplir pour incarner la virilité telle que Hemingway pouvait le concevoir chez un homme, qui associe donc le fait, en tant que mec, comme on dit, de tenir l'alcool, le sport. Hemingway a pratiqué de nombreux sports, c'était un excellent nageur. Il a pratiqué la boxe dès l'adolescence et jusqu'à tard, comme on dit. You met with your FBI contact. La tauromachie. Il a pratiqué la pêche sous toutes ses formes, dont la pêche sportive en haute mer qui requiert un certain nombre de qualités physiques. La chasse, là aussi sous toutes ses formes, dont les chasses en Afrique, les safaris à l'époque, où les choses étaient sans doute moins réglementées qu'aujourd'hui, ce qui lui permettait, par exemple, de tuer des animaux de grande taille, un buffle, un lion, etc. Donc à l'époque, cette activité engendrait un réel danger pour le protagoniste. Il n'y a pas d'équivalent à la chasse à l'homme, et ceux qui ont chassé des hommes armés suffisamment longtemps et ont aimé ça, dorénavant, ne prêtent plus attention à grand-chose. Je peux partager ici le fait qu'un copain qui est guide des grandes chasses africaines et qui l'a été pendant des années me disait que sur place, il y a 2 dangers mortels. Quand on est sur l'eau, un hippopotame, et quand on est sur terre, un buffle ou un troupeau de buffles. J'ai aussi un copain, photographe animalier sud-africain, qui a été attaqué par une girafe, qu'il a envoyé aux soins intensifs pendant des mois, lui-même spécialiste des girafes. Donc l'aventure et l'action. La guerre aussi. Hemingway a été blessé au combat, dans les troupes italiennes, et il a été pendant des années correspondant de guerre. Au plus près de l'action, au plus près des premières lignes,
au plus près des soldats engagés dans les combats. Voici une liste des conflits armés où Hemingway s'est impliqué. Hemingway a toujours travaillé aussi comme journaliste et il avait une qualité tout à fait exceptionnelle quand il communiquait avec les gens. Il était capable d'échanger avec quiconque, que ce soit avec un chef de tribu Maasai au fin fond de l'Afrique ou avec de pauvres marins sur un quai à La Havane. Il était capable d'échanger avec ces gens-là, fabriquer une espèce de reconnaissance qui soit réciproque, authentique, une espèce d'empathie, qui sans doute l'a inspiré pour décrire certains personnages de ses romans et de ses nouvelles. Au plan médical, il faut aussi noter que Hemingway, arrivé à la cinquantaine, était déjà blessé dans son corps. Il avait de très nombreux problèmes de santé physique. Voici la liste. Une hypertension artérielle permanente, une cirrhose alcoolique, une insuffisance rénale chronique, un diabète probablement mal équilibré avec des problèmes ophtalmologiques qui, à moyen terme, engendrerait une cécité. Imaginez un écrivain, un acteur de ce calibre se retrouver aveugle. Hemingway souffrait de cette maladie génétique rare qui engendre des lésions au niveau des tissus, des organes vitaux. Séquelles de blessures de guerre, dont celle de 1918. Des séquelles de traumatisme, crânien en particulier, à l'occasion d'un accident d'automobile, mais surtout à l'occasion de 2 accidents d'avion successifs dont il a survécu, ce qui est tout à fait exceptionnel. Cuba. Comme vous le savez, Hemingway a vécu à Cuba environ une vingtaine d'années. Après y avoir fait plusieurs expéditions, il s'est installé définitivement à partir du début des années 40 dans une maison située à la périphérie de La Havane. À l'époque, l'archipel cubain était une espèce de colonie américaine. Aujourd'hui, on dirait gouverné par des oligarchies et un État profond nord-américain. Ce qui lui a permis en particulier d'assouvir sa passion quotidienne qui était la pêche, en particulier la pêche sportive. Hey, come on, let's go find you a fish. Et comme on le dit, se retrouver soi-même dans l'écriture et la lecture. Il a donc fait venir son yacht personnel, Pilar, qu'il utilisait fréquemment en Floride. Il a engagé un marin, surnommé Goyo, qu'il avait connu en Floride, qui est devenu à la fois capitaine, cuisinier, guide de pêche. La pêche sportive qui a consisté tout simplement à faire des expéditions quotidiennes le long de la côte nord-est de Cuba, face à la région de Cayo Guillermo, où il y a la fameuse Playa Pilar, qui est une des plus belles plages de l'archipel et des Caraïbes. Je crois 3 gouvernements, 2 autocratiques, puis la transition révolutionnaire avec Fidel Castro et son accession au pouvoir. Il s'est montré plutôt distant vis-à-vis des autorités, il n'a jamais eu beaucoup de contacts. Et d'une manière générale, il n'a jamais explicité un engagement politique qui aurait fait en sorte qu'il puisse être, comme on dit, recyclé par certaines idéologies. La seule intention explicite chez cet écrivain était l'antifascisme. Alors, le fascisme dont il est question n'a rien à voir avec un narratif contemporain qui consiste pour certains à se positionner dans ce qu'on appelle le camp du bien et appliquer le vieil adage hollywoodien qui nous dit que meilleur est le méchant, meilleur est le film. Ce fascisme était authentique, avait à voir avec la réalité, et une réalité que l'écrivain a connue de très près, puisqu'on parle du franquisme en Espagne, du nazisme en Allemagne et du fascisme en Italie. Après son décès, la propriété a été réquisitionnée par l'État cubain qui en a fait un musée. À l'époque, Hemingway était plutôt à distance vis-à-vis de ce milieu. Si un certain nombre de ses œuvres ont été adaptées au cinéma, ça découlait du fait que les producteurs avaient tout simplement acheté les droits. Lui-même n'a jamais proposé un scénario quelconque à des metteurs en scène, contrairement à ses collègues, en particulier ceux de ce qu'on appelait la Lost Generation, la génération perdue, qui ont activement participé à certains films.
Je vous suggère la lecture de ce livre qui a été publié récemment en français, qui date des années 60, Hollywood Babylon, et qui décrit des années 20 aux années 50 un certain nombre d'anecdotes à propos de l'autre côté du miroir hollywoodien. Comme par exemple Charlie Chaplin, comique universel, qui engage une petite fille âgée de 7 ans comme figurante. Celle-ci fait progressivement carrière. À l'époque, elle s'appelait Lolita. En fait, c'était Lilita parce qu'elle était d'origine mexicaine. Elle grandit et puis arrive à l'âge de 15-16 ans. Charlie Chaplin a des relations sexuelles avec elle, elle tombe enceinte. Ils sont obligés de se marier et il aura avec elle 2 enfants. Et tout ceci dans une atmosphère de procès, de trahison et de scandale dans ce milieu. Un certain nombre de mises en scène au cinéma par des grands cinéastes avec à l'époque un certain nombre de stars hollywoodiennes. Voici 4 exemples. Publié en 1926 et considéré comme une œuvre majeure et pour certains le plus grand roman écrit en langue anglaise du XXe siècle, qui est en fait une nouvelle. En français, Le Soleil se lève aussi, où Tyrone Power joue le rôle de Jake, un vétéran de l'armée. En français, L'adieu aux armes, avec comme acteur principal Gary Cooper. En français, Pour qui sonne le glas, avec Gary Cooper et Ingrid Bergman. En français, Les neiges du Kilimandjaro, dont l'acteur principal Gregory Peck. À noter aussi un film réalisé en 2016, Papa Hemingway, qui se situe dans une période où l'écrivain a vécu à Cuba. I knew that I wanted to be a writer, so I copied your short stories. You taught me how to type, you taught me the English language, you taught me how to see. I tell you what kind of kid he'd be. I'm not sure he knows what he's getting himself into. Voici l'œuvre qui fait le lien entre Hemingway, Cuba et Hollywood. En français, Le vieil homme et la mer. Ce roman est publié en 1952. En 1954, le prix Nobel de littérature sera décerné à son auteur. L'intrigue, c'est tout simplement une espèce de huis clos en haute mer où on assiste à la confrontation entre un vieux pêcheur désenchanté, bredouille, qui par hasard capture, comme on dit, the fish of the lifetime, c'est-à-dire le poisson de sa vie, avec lequel il va se confronter, le capturer, il l'amarre à son bateau qu'il ramène au port. Un marlin bleu géant, et au retour, la capture sera dévorée par des requins. Alors c'est un récit quasi universel, de moins d'une centaine de pages, avec une écriture, comme on dit, au couteau. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Ce qu'il faut, c'est écrire une seule phrase vraie. Écris la phrase la plus vraie que tu connaisses. L'histoire est celle d'un constat d'échec humain et pour illustrer le statut d'écrivain. Pourquoi ? Parce que tout écrivain qui fait un voyage vers la complexité humaine et parfois vers la plus grande complexité, à son retour, a le projet de restituer cette expérience à travers un récit et un style. La majorité des écrivains ne vont jamais au-delà de l'anecdote. Seule une poignée d'écrivains dans un siècle sont capables d'aller au-delà de cet au-delà, comme on dit, ce qui a été le cas de Hemingway. Et à ce propos, on ne peut pas ne pas, par exemple, convoquer l'écrivain français Louis-Ferdinand Céline, un des plus grands écrivains du XXe siècle. Style, monsieur, un style, il y en a 1, 2, 3 par génération. Et il y a des milliers d'écrivains, ce sont des pauvres cavouilleux, des aptères, n'est-ce pas? Ils rampent dans les phrases, ils répètent ce que l'autre a dit. N'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Dont le style a amené une rupture définitive dans l'histoire de la littérature française, un style décrit de manière assez simpliste comme orale, et qui avait la particularité de faire croire au lecteur qu'il pouvait se familiariser avec la souffrance, la misère et la pourriture humaine. Céline, à propos de l'écriture, mentionnait le fait que écrire, c'est risquer sa peau, mais c'est aussi être capable de mettre ses tripes sur la table. Dans ce domaine, on peut mentionner par exemple le roman Au cœur des ténèbres, écrit par Joseph Conrad, et adapté au cinéma sous la forme d'un récit sur la guerre du Vietnam.
Le film est donc réalisé en 1959, mis en scène par John Sturges, un professionnel de Hollywood, spécialiste des films d'action, des films de mecs comme on dit, et qui plus tard réalise 2 films très populaires, Les 7 mercenaires. La Grande Évasion. You speak Russian? A little, but only one sentence. Well, let me have it, mate. Ya boss, Lublu. Yeah, boss. Lublu. Lublu. Yeah, boss, Lublu. Yeah, boss, Lublu. What's it mean? I love you. Le personnage principal est joué par Spencer Tracy, un acteur vieillissant, à contre-emploi qui n'a plus rien à démontrer. Gregorio Fuentes, appelé Goyo, aurait, paraît-il, inspiré l'écrivain. Il est à noter que, contrairement à d'autres films, Hemingway s'est beaucoup investi dans le tournage. Il a donné de nombreux conseils et suggestions à l'acteur principal. Il dira par la suite, de manière assez laconique, que c'est un bon film, mais rien de plus. Les producteurs ont utilisé ce film pour faire des expériences cinématographiques. Ils souhaitaient à l'époque améliorer ce qu'on appelle des trucages. Aujourd'hui, on parle d'effets spéciaux. Et ils ont donc construit un studio à l'intérieur avec un immense bassin rempli d'eau et une barque au milieu du bassin. La plupart des plans sont donc tournés en studio et certains extérieurs sont le plus souvent tournés au Mexique, à Cabo, en Baja California. Ce film a eu un certain succès populaire, mais il n'a en aucun cas marqué l'histoire du cinéma hollywoodien. Next time I'll pull him over. Since you're going to die anyway, you have to kill me too. He took all his pain and what was left of his strength and his long-gone pride, and he put it against the fish's agony. Les effets spéciaux utilisés dans la réalisation de ce film à l'époque lui donnent un côté artificiel. Now I must do the slave work. Get to work, old man.